Pierre va nous parler d'une traduction commentée du célèbre poème latin Etna, qui est la description la plus complète du volcanisme. Il vient de publier chez Vrin et je ne peux qu'encourager les gens du comité de lire ce livre, qui est tout à fait remarquable. Et chose que je souligne, parce que c'est un point qui me fait pisser à longueur de journée, il y a enfin un index qui est intelligent. Malheureusement, on ne voit pas ça souvent. Parce que la plupart des gens, maintenant, les insectes sont faits automatiquement. Donc, si on cherche par exemple Cofrigeo, on va avoir 100 numéros de page, ce qui évidemment ne sert absolument à rien. Donc, Frédéric a fait un index structuré que je tiens à souligner parce que malheureusement, même chez les plus grands éditeurs dans le domaine, ce n'est pas du tout la règle. Bon, Pierre, vas-y, à toi. C'est bon. C'est bon. Oui, donc je ne suis pas l'auteur. Non, on avait, comme vous l'avez compris, on avait sollicité Frédéric Leblay, mais Frédéric est pris et peut même pas communiquer aujourd'hui à distance puisqu'il est en réunion avec ses différentes charges, dont notamment cette charge de directeur de la Maison des sciences humaines Ange Guépin à Nantes. Donc c'est la présentation de cet ouvrage qui est sorti en septembre dernier, qui reprend un travail qu'il a fait dans le cadre de son habilitation à diriger des recherches. Et en replaçant ces différents titres, c'est aussi dans la continuité de ce qu'on évoquait ce matin, cette ouverture et ces croisements, puisque Frédéric Leblec, qu'on a déjà entendu ici au Cofrigéo il y a 2 ou 3 ans, on avait une journée qui était consacrée déjà à cette géologie antique. Frédéric vient des lettres classiques, c'est avant tout un helléniste, philosophe de ce monde grec, avec un regard important qui a été évoqué tout à l'heure sur les météorologiques d'Aristote. On pourrait dire que c'est quand même un spécialiste des météorologiques d'Aristote, mais qui le regarde aussi sous l'angle du corps, du microcosme, et donc de son rapport à une histoire de la médecine. Donc il est à cheval sur ces deux aspects. Et donc, j'ai repris, je n'ai pas la prétention ici de porter jugement sur le fond scientifique, je ne suis pas spécialiste de cette période, mais de reprendre la présentation qu'il évoque dans cet ouvrage, puisque effectivement l'ouvrage a deux parties. Il y a... Même pas ton ordinateur, là, ça fait 2 fois. Bah oui, oui, là, ouais, c'est vrai, hein. Non, déjà, il crachouillait juste avant, on a bien vu. Il était perturbé juste avant. Donc, si je reprends, il y a bien deux parties dans l'ouvrage de Frédéric Leblay. Il y a cette traduction nouvelle de l'Etna que Frédéric voulait produire en replaçant ce texte, d'où les deux autres parties importantes de l'ouvrage, puisqu'il y a une longue interrogation qu'il a titrée donc un monde volcanique, qui le fait revenir à la mythologie du volcan et discuter de la question des traces, des sources, des témoignages que l'on a sur le volcan. Donc, il y a une partie spécifique là-dessus. Et puis, il y a une partie où il réinterroge la question qu'on a évoquée des météorologiques d'Aristote, dans lequel le volcan, comme il a été montré par cette présentation également, le volcan est présent, mais il est présent de manière assez secondaire, comme le volcan est présent de manière assez secondaire, voire négligeable, dans la plupart des textes de cette époque. Et Frédéric va revenir dessus. Alors, j'ai repris quelques éléments. D'emblée,
d'emblée, c'est vrai que la fascination du volcan, les mythes et la science, s'agit-il d'un ouvrage sur la mythologie? Le titre de ce livre, je cite Frédéric ici, pourrait suggérer au lecteur qu'il est sur le point d'entamer un essai sur l'imaginaire du volcan, une histoire de la volcanologie en général. Nous nous proposons ici le traité de la connaissance des volcans dans les mondes grecs et romains, en nous concentrant plus particulièrement sur l'Etna, montagne de feu emblématique de la Méditerranée antique. Ce poème, l'Etna, ce poème particulier, d'un autre côté, c'est aussi le seul véritable poème qu'on ait sur un volcan ou le seul texte. Donc le choix de l'Etna n'est pas au hasard, évidemment. L'ouvrage revendique une perspective embrasant l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, et avec elle l'étude des doctrines cosmologiques et physiques, ainsi que l'analyse des mythes et légendes mettant en récit les merveilles de la nature. L'étude revendique de mettre en évidence un paradoxe, et toute la première partie de l'ouvrage est là-dessus, un paradoxe, celui d'une évidence culturelle confrontée à un surprenant silence des sources, même si Pascal dit effectivement le volcan n'est pas la figure la plus générale, mais c'est quand même, comme il a été rappelé, c'est quand même une figure dont parlent tous les auteurs. Même si on en parle très peu, si on le met sur le côté, c'est une figure. Donc il y a une évidence quand même qui fait qu'on sait que les volcans, et il y a une géographie des volcans. Alors, voilà, comme il le recite, et ce qui justifie bien sûr, hein, l'Etna, c'est le volcan par évidence, c'est même la désignation du volcan. En dehors de montagne de feu, Etna est un moyen de désigner la montagne de feu. À un moment donné, ça devient quand même quasi un générique. Donc, Etna, poème anonyme sur lequel Frédéric va revenir aussi, parce que c'est la question permanente de qui est l'auteur de ce texte. Et donc, à chaque nouvelle publication, il y a discussion et il faut argumenter, même si, comme on va le voir, on peut trouver un grand nombre d'arguments et au final, on ne peut toujours pas trancher. De même, pour la datation du texte, on le cite un siècle après, mais il faut trouver des marqueurs. Et là encore, Frédéric Leblay fait un travail pour essayer de le positionner. On va arriver à une position aux alentours de l'an 60-70. Il est antérieur à l'éruption de 79 du Vésuve. On peut le caler, mais après de multiples essais, c'est vrai que Frédéric, dans l'ouvrage, conclura au fait que voilà, eh bien, on ne peut le rapporter spécifiquement à un auteur, on peut le caler 60-70. Ce texte d'exception méritait que l'on s'attardât plus longtemps sur ses sources doctrinales et théoriques, sur les enjeux épistémologiques et philosophiques qui le sous-tendent, ainsi que sur le domaine spéculatif et le champ disciplinaire auquel on peut rattacher un tel écrit dans le contexte des recherches et des sciences de l'Antiquité. Le travail nouveau qu'il essaie de faire, au-delà de la traduction, c'est de revenir sur un cadre épistémologique, c'est de revenir sur une épaisseur du discours et s'interroger, existe-t-il un discours sur le volcan? Existe-t-il une volcanologie antique? La première partie de l'ouvrage, c'est la réalité, les traces, les sources que j'évoquais tout à l'heure. Et là, on retrouve les auteurs que nous avons évoqués, puisque effectivement, on trouve le volcan, on le trouve dans les textes de Posidonios d'Apamée, on le trouve chez Strabon. Frédéric discute des transferts. Est-ce que Strabon parle du volcan ou parle du raz-de-marée parce que c'est Posidonios qui l'a déjà observé? Pline fait une compilation, il compile, donc il y a un ensemble de textes dans son histoire. À qui emprunte-t-il? Fait-il un choix? Décide-t-il de laisser de côté ou de privilégier certains? Ce qui est commun dans ces différents discours, ces traces, ces sources sur le paysage volcanique, c'est la permanence du discours sur les tremblements de terre. Et c'est dans les discours sur les tremblements de terre que le volcan est présent. En fait, le tremblement de terre est une permanence et c'est dans les manifestations possibles du tremblement de terre qu'on voit s'exprimer, je vais y revenir juste après, qu'on voit s'exprimer une possibilité que le tremblement de terre soit accompagné d'une éruption volcanique. Mais le volcan est assujetti au tremblement de terre. Et donc, pour reprendre ce que disait Pascal, ils connaissent plus les tremblements de terre que les volcans. Oui, mais d'ailleurs, la plupart des discours sont sur les tremblements de terre, et c'est bien un discours sur les météores qu'est le tremblement de terre qui fait figurer le volcan. Bon, sans surprise, bien sûr, ces volcans connus, ce paysage du volcan connu, c'est l'Etna, c'est la Sicile, c'est aussi le Vésuve, puisqu'on voit le Vésuve dans plusieurs textes, et puis ce sont les îles éoliennes. Alors,
Frédéric interroge à un moment donné dans cet ouvrage l'apport de cette approche qu'a développée Dorothy Vitaliano à partir de 1973 autour de cette géomythologie, c'est-à-dire revoir une partie des grands mythes qui s'appuient sur des éléments qu'on peut mettre en parallèle avec les éléments physiques du monde physique, voir dans le récit, donc dans le mythe, comme étant une succession en le postulant d'observations qu'on n'arrive pas à expliquer ou à interpréter par un autre cadre, mais qui suivent une histoire précise, voir dans ce récit le témoignage d'un incompris ou d'un objet qui n'entre pas dans le cadre du moment. Et donc, Frédéric fait une incursion aussi de ce côté de cette géomythologie avec des articles qu'on a eus assez récemment, j'allais dire fin du XXe siècle, puisqu'on peut dire ça maintenant, fin du XXe siècle, assez récemment, début du XXIe, un certain nombre d'ouvrages et d'articles qui reviennent autour de ces grands mythes et qui revoient la titanomachie ou qui revoient le combat de Zeus contre Typhon, avec un regard différent, celui d'un géologue ou d'un volcanologue qui, dans ses langues multiples, dans ses yeux qui dardent, peut y voir, à cause de la chronologie dans laquelle sont relatés les événements, peut y voir l'expression d'une activité volcanique. Donc, il va voir à un moment donné de ce côté. Dans la deuxième partie de sa présentation, en fait, il repart de cette évidence au moins présentait comme une évidence, le volcan dans les météorologiques d'Aristote. Et il pose la question, finalement, de savoir si le volcan est-il un météore. Euh, le volcan qui partage donc dans les différents écrits, mais dans les météorologies d'Aristote qui fondent véritablement les météorologiques, le volcan qui partage un lien tout à fait particulier avec le tremblement de terre est systématiquement interprété en termes de causes liées à l'air. Donc, cette étiologie pneumatique qui détermine la vibration du sol, qui alimente un discours de savoir si ces pneuma vient de l'extérieur pour entrer dans le sol et se trouve coincé dans le sol et donc cherche à sortir, et en cherchant à sortir fait vibrer à la Terre, ou si ce pneuma vient de l'intérieur. Donc, on retourne sur cette double exhalaison et cette discussion aussi qui va varier d'un auteur à l'autre auteur, à savoir si c'est un air qui pénètre et qui doit ressortir ou si l'air est déjà à l'intérieur du sol. Et donc, il revient aussi sur ces discussions, sur ces lieux particuliers que sont le bord de mer, puisque Aristote note que le volcanisme semble être associé à l'interface entre la terre et la mer. Alors, est-ce que la mer participe à pousser l'air à l'intérieur du sol, à le faire entrer ou pas? Donc, il y a ici une discussion qui est extrêmement intéressante, même pour ceux d'entre vous qui voudraient découvrir le sujet, parce qu'il fait l'effort de reprendre tout le cheminement des météorologiques en partant, voilà, en nous redéfinissant, comme ça a été donné tout à l'heure, quel est l'objet des météorologiques, quels sont les objets de ce monde lunaire auquel il va s'intéresser, de développer un peu cette théorie des exhalaisons sans laquelle on ne peut pas véritablement comprendre le modèle d'Aristote et de montrer quelle place finalement il fait au volcan. Et cette place est minime. Le volcan est associé au tremblement de terre. C'est une conséquence, ce sera repris, on va le retrouver chez Lucrèce et autres, autour de l'idée que peut-être que c'est terre qui est emprisonnée par friction à l'intérieur de ces cavernes, de ces terres creuses, est susceptible de rallumer le feu. Car l'autre élément du volcan, bien sûr, c'est cet élément feu qui a un statut un peu particulier dans ces quatre éléments. Par la suite, sortira le feu des éléments en disant que ça n'est pas un élément par rapport aux autres, mais c'est bien de ce qu'il s'agit ici. Et c'est encore une fois ce que reprend Frédéric Leblay en discutant justement comment de Lucrèce, Aristote, Diogène, comment on s'approprie ce modèle d'Aristote, comment on le reprend. Et cette idée de la friction qui allume le feu, on va le retrouver chez un grand nombre d'auteurs, et comment certains auteurs vont reprendre une partie des météorologies d'Aristote, mais pas tout, car des accords sur la théorie de l'exhalaison, par exemple. Ce qui en fait le point commun, c'est que fondamentalement, le volcan, s'il n'existe pas comme objet, il n'y a pas de volcan dans la météorologie, il y a des montagnes
qui brûle. Il n'y a pas en fait de volcan sans feu, et ceci, ça va durer. Qu'est-ce qui fait le volcan? Le fait qu'il soit en feu. Même si certains auteurs notent qu'il y a trace sur des montagnes, des restes. Ces terres ont probablement été carbonisées, incinérées, on y trouve des cendres, donc ça peut être un indicateur de la présence, mais avant tout, le volcan, c'est la montagne de feu. Et la montagne de feu revient à poser la question de allumer le feu, si je résume. Et allumer le feu renvoie à cette étiologie pneumatique. D'où la question qu'il pose dans cette deuxième partie, une théorie du volcanisme est-elle possible? On a un météore qui n'est pas nommé. On a une question autour de la matière volcanique, de l'identification d'une matière qui aurait cette caractéristique d'être volcanique. En fait, ce lien très fort qui est fait entre la montagne et le feu fait qu'une fois qu'il y a la matière, il y a débat sur comment la matière permet de témoigner de l'existant préalable. D'où cette idée que sans feu, il n'y a plus de volcan, en quelque sorte. Donc il y a ce débat intéressant avec la question justement de ces éléments. Il y a le problème de ce feu souterrain, d'allumer le feu, entretenir le feu ou répandre le feu. Et le texte de l'Etna est intéressant car le texte de l'Etna va revenir justement sur que se passe-t-il quand le feu n'est pas vomi à l'extérieur et revient sur existe-t-il un bouillonnement intérieur qui traduirait une expression du feu. Et après cette longue discussion qui nous fait sentir les tenants et aboutissants, la question que se pose finalement Frédéric Leblay, c'est le volcan n'est pas un météore. Est-ce que c'est pas là l'explication d'une partie du paradoxe? C'est-à-dire qu'il est bien présent dans la géographie physique de ce monde, mais il n'entre pas dans le modèle des météorologiques véritablement. La deuxième partie de son ouvrage, c'est donc une nouvelle traduction. Alors, nouvelle traduction, elle est toujours dépendante des textes et des éditions. Donc, Frédéric, après avoir discuté sur les 8 éditions de mémoire qu'il y a de disponibles, a choisi de prendre celle qui lui paraît la meilleure compilation, puisque, comme on l'a aussi évoqué tout à l'heure, euh, accès à ce texte, c'est un texte que l'on reconstruit à partir de différents morceaux, mais ce travail a déjà été fait. On a réidentifié, mais le texte a des coupures. Il manque des éléments dans ce texte, c'est manifeste dans la traduction. Euh, il y a aussi des ordres qui ont été inversés, que donc Goodyear notamment a bien repris en replaçant avec une logique l'ordre de ces textes. Donc, c'est son édition de référence. Il y a les deux questions que j'ai évoquées tout à l'heure, texte anonyme et là, ce qui est fort intéressant, c'est justement sa lecture du texte, des prises de position, des représentations, tant du choix de vocabulaire que des implications du choix du vocabulaire, font qu'il discute longuement, à savoir est-ce que c'est pas un texte précoce de Sénèque que l'on a ici? Est-ce que c'est un texte, puisque Sénèque semble en avoir aussi passé une commande à Lucilius, est-ce que Lucilius a produit ce texte ou pas? Est-ce un héritage de Poséidonios? Et j'ai mis 3 petits points parce que Frédéric dit, ou autre, on a peut-être ici affaire à un texte qui par sa forme se réfère autant peut-être à une école. C'est un poème didactique. Et il y a quelque chose dans la forme qui est plutôt du Sénèque, mais par ailleurs qui ne le serait pas. Donc il y a une longue discussion qui finalement vous laisse sur ce point d'interrogation, mais c'est aussi tout l'intérêt du texte de voir qu'est-ce qui permettrait de rapporter ce texte plutôt à tel ou tel auteur, ce qui, là encore, nous permet de voir les différences de positionnement des uns et des autres. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être ou non un texte de Sénèque? Pourquoi c'est dans la fibre de ce qu'il aurait pu écrire, mais ça ne l'est pas tout à fait pour d'autres raisons. Pour la date, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, on a cette traduction. Alors, cette traduction, j'ai juste pour faire découvrir le texte et encourager à lire ce texte pour ceux qui ne connaisseraient pas l'Etna, il y a dans ce texte une première partie dans ce poème qui évoque la manière dont il faudrait regarder le volcan, le regarder avec les yeux, le regarder comme un témoignage, aller le voir et l'observer, et non pas rendre compte d'une idée. Et donc, ça encore, ce positionnement nous dit quelque chose sur qui peut être auteur d'un tel texte. Ce poème didactique a des particularités qui font qu'on peut s'orienter vers un auteur. Puis vient le texte que Frédéric Leblay a eu l'idée de découper
de découper avec ces titres qu'on identifie très bien, comme ici les aliments de l'irruption, pour voir que le texte passe en revue les matériaux, les aliments, la montagne lorsqu'elle n'est pas en éruption, puis l'éruption elle-même, puis le retour. Et si on prend la partie aliments de l'éruption, et je vais prendre après juste l'éruption, maintenant il reste à traiter des matériaux qui conditionnent l'embrasement, des aliments qui provoquent le feu, de ceux qui nourrissent l'Etna. En ces lieux peut se trouver du soufre liquide brûlant continuellement, un suc épaissi par l'alun poisseux, s'y trouve aussi du bitume huileux et tout ce qui à son voisinage fait naître la flamme. Telle est la substance de l'Etna. Il y a ce discours toujours intéressant sur cette histoire des idées sur les matériaux du volcan et cette histoire qu'on va retrouver par la suite sur la combustion, la fameuse combustion ou fermentation qu'on va retrouver dans les temps. Différentes phases de l'éruption. Ce texte est tout à fait impressionnant, mais entre-temps, ce n'est pas sous l'aspect que nous apercevons en surface que l'activité perdure, lorsque l'ouvrage s'apaise. La roche y brûle encore et poursuit l'embrasement de ce qui l'environne, offrant les signes avant-coureurs et certains de la conflagration à venir. Dès qu'elle met ses forces en mouvement et menace d'un bouleversement, elle s'échappe, entraîne brusquement avec elle le sol et ouvre de toutes parts des brèches, tandis que sous terre un grondement sourd annonce le feu. C'est alors que l'on fera bien de prendre la fuite en tremblant et de céder la place aux événements sacrés. On contemplera du haut d'une colline sûre. Se contempler d'une colline sûre est aussi intéressant parce qu'on y voit bien la position de l'observateur. On va prendre de la distance car on a vu ici la description d'une montagne calme et voici une montagne pas calme, une montagne qui s'enflamme. Car subitement bouillonnent des feux chargés de tout ce qu'ils emportent, des masses enflammées s'avancent et roulent, arrachées par l'écroulement, et de noires fumées de sable tournoient. Entre-temps, le fluide bouillonne de plus en plus et commence à s'avancer sous la forme d'un fleuve tranquille, laissant ses flots de cendres descendre les pentes des collines. Ils progressent peu à peu jusqu'à une distance de 12 000, car rien ne peut les faire revenir en arrière. Rien ne fait obstacle à la détermination du feu. Aucune digue ne les arrête. Toute lutte est vaine. Là, ce sont des forêts et des parois entières qui flottent. Ailleurs, la terre et le sol même se mettent à l'œuvre et prennent l'apparence d'un torrent. Les coulées se fixent sur leurs rives et durcissent en se refroidissant. Peu à peu, l'embrasement se fige et l'ensemble perd son aspect enflammé. Et à mesure que ces masses se solidifient, elles dégagent de la fumée, puis, entraînées par leur propre poids, roulent dans un fracas immense. Lorsque, dans leur chute, elles sont heurtées en résonnant à un corps solide, elles éclatent sous le choc. Et là où elles ont été brisées, elles brillent de leur noyau incandescent. On, a, on le voit dans le texte qui parle de lui-même, si on ne l'a pas lu, c'est vrai que on reconnaît, on reconnaît tellement de choses que ça nous parle en fait ce texte. Il est éminemment moderne dans sa dimension descriptive. On trouve les événements et on est en train de suivre. Donc, je disais tout à l'heure, ces travaux de Vitaliani et d'autres autour de la géomythologie, mais là, ce nouveau regard, ou ce regard, regardez le texte, même un texte traduit comme ça, avec un regard de volcanologue, est tout à fait intéressant. L'Etna, comme la plupart des compositions relevant de la poésie didactique, n'introduit ni théorie ni connaissance originale, mais transmet des éléments de culture empruntés à des modèles plus techniques et plus approfondis. Nous ne connaissons pas l'auteur de ces vers, mais il est certain qu'il les écrivit pour un public composé de lecteurs cultivés et amateurs de connaissances sur la nature, ce qu'il fut certainement lui aussi. Nous n'hésiterons donc pas à réaffirmer ceci, et c'est pour ça que j'ai repris cette conclusion. Ce texte que l'état des sources nous fait paraître comme si original ne l'est en fait pas du tout. Il constitue un révélateur de l'état du savoir d'une époque, et bien qu'il ne cite aucune source, on peut établir qu'il emprunte aux références majeures de son temps. Ce qui donne, je trouve, cette dimension particulière aussi au texte, c'est la trace, c'est ce qu'il reste de cette volcanologie qui n'a peut-être pas existé en termes de discours sur le volcan, mais la forme du texte, la capacité ici, Frédéric Leblec, philologue, de voir que l'écriture, la forme d'écriture du texte ne fait pas de ce texte un texte original, mais la représentation, l'écriture d'une connaissance partagée. Donc voilà, vous avez compris, je vous invite plutôt à lire le texte. Hein, voilà, il est très intéressant qu'on ait un bagage déjà sur le sujet ou pas à lire. Enfin, un plaidoyer extrêmement éloquent. J'espère que tout le monde passera chez Vrin pour en faire l'empête. Ça ne sera pas du temps. Oui, 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 oui. Eh ben, j'avais lu le manuscrit, mais je ne savais pas. Donc, c'est très. Et on faisait ça, Frédéric est un
est une personnalité extrêmement agréable à fréquenter et qui a une qualité immense, c'est qu'il est prêt à changer d'avis si on lui propose de bons arguments. Alors ça, c'est assez... Je l'ai déjà vu comme ça et c'est-à-dire que j'ai jamais vu une telle ouverture d'esprit chez un de nos collègues, hein. Bon, voilà. Donc, je suis heureux de le dire publiquement.